pendant toutes ces années-là, tu sais, j'ai vécu des relations toxiques. En tout cas, il m'est arrivé toutes sortes d'affaires. Je ne vais pas passer par dire tout, là, mais la seule chose qui était stable, c'était la boxe dans ma vie. La seule et unique chose, c'était la boxe. Tout ce que je faisais, c'était pour la boxe. Mes décisions, c'était pour la boxe. Travailler, c'était pour mettre de l'essence dans ma voiture pour aller à la boxe. Tu sais, je me rappelle, je courais dans les rangs de campagne à Saint-Calix, à Saint-Lin. J'allais m'entraîner. C'était que la boxe. Puis des fois, j'avais pas 20 $ pour mettre dans ma voiture pour pouvoir aller au gymnase. Je devais mentir à mon entraîneur, qui est Daniel aujourd'hui. Genre, Daniel, je travaille et ce soir, je peux pas aller au gymnase, mais c'était pas vrai. Je pouvais pas mettre 5 $ dans ma voiture. D'essence. Fait que je m'étais patenté des pneus que j'avais attachés autour d'un arbre, puis que je boxais sur mon arbre. Je m'entraînais parce que je me disais, c'est pas vrai que parce que j'ai pas de sous pour aller m'entraîner que je vais négliger. C'était la boxe. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Contact. On dit souvent de manière métaphorique, avant de relever un grand défi, qu'on s'apprête à monter dans le ring. Pour mon invité de cette semaine, monter dans le ring n'a rien d'une métaphore. Kim Clavel gagne sa vie à la sueur de son front et avec ses 2 points dans le ring, elle était jusqu'au 13 janvier 2023 la championne du monde dans la catégorie mi-mouche. Sa défaite par décision unanime des juges ce soir-là a été très difficile à encaisser. On va revenir là-dessus. Mais passée pour abandonner le sport qu'elle aime, elle repart à la conquête de son titre de championne le 28 avril lors d'un combat qui sera disputé à Montréal. Kim Clavel, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Bienvenue à bord. Oui, bienvenue dans le ring. On monte dans le ring ensemble aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que je veux monter dans le ring avec toi. On avait convenu de se tutoyer la dernière fois. Est-ce qu'il t'arrive de t'entraîner avec des gars? Oui, souvent, j'ai quelqu'un qui s'appelle Steve. C'est un gars qui met les gants avec tout le monde depuis des années. Puis c'est un gars qui m'aide énormément dans ma progression. Tu sais, il est capable de mettre la bonne pression. Puis, tu sais, même si je le touche ou je le frappe, il n'y a pas son ego d'homme qui a envie de te faire mal par la suite. Il y en a des fois, surtout les jeunes. Quand tu commences à faire du sparring, mettre les gants à l'entraînement avec des jeunes qui ont 14, 15, 16 ans, des adolescents. Plus primes. Des fois, quand que tu réussis à les toucher, ils sont frustrés, puis ils te le font ressentir par la suite. Là, puis ils peuvent devenir plus violents. Plus violents. Fait que c'est mieux de faire avec des gens aguerris, des gars qui ont beaucoup d'expérience, puis qui n'ont rien à prouver aussi. Est-ce que tu peux les déstabiliser? Des fois, oui, parce que par ma vitesse, les mi-mouches, on est rapide. Fait que des fois, on a une vitesse qui est surprenante, puis je pense que des fois, j'ai réussi à surprendre quelques hommes. Sauf qu'évidemment, quand on pèse 108 livres. 108 livres, la force de sa droite, même donnée avec la plus grande des dextérités, une hanche qui va accompagner la chose, tu n'as pas le même poids que quelqu'un qui a 150, 160, 200 livres. Exactement. C'est pour ça que, tu sais, dans la boxe, on a des catégories de poids, parce que ça fait vraiment une grosse différence, tu sais, quand on met les gants avec même des filles plus pesantes qui sont 130, 140 livres. Grosse différence. Il y a une grosse différence. Je ne veux pas commencer cet entretien de manière controversée, mais puisqu'on parle de se retrouver dans le ring avec des gars, il y a de plus en plus de sports où il y a des athlètes trans, donc des femmes trans qui, à la naissance, étaient des gars. En piscine, en athlétisme, c'était toléré jusqu'à récemment. Je pense que la Fédération internationale d'athlétisme vient de dire non. On va respecter les sexes à la naissance. J'ai lu que si la personne a eu sa puberté en tant qu'homme, je pense qu'ils sont refusés pour venir participer en tant que femme. C'est-tu ça que j'ai entendu? Il me semble qu'il y a en tout cas, quelque chose par rapport à la puberté. Martial art, il y avait des femmes trans qui combattaient, puis je me disais, ça n'a pas de sens, justement pour ce qu'on vient de se dire. Ouais, c'est dangereux, moi, j'ai l'impression, parce que, tu sais, contrairement à du basketball ou du soccer, que c'est plutôt de l'agilité, des sports de combat, c'est une force physique, c'est dangereux, c'est des coups à la tête. Donc, c'est certain. Moi, j'ai aucun ego là-dessus. Un homme est plus fort qu'une femme. Donc, je pense que c'est pas la même biologie, puis ça peut devenir dangereux. Est-ce qu'il y a déjà eu un cas de figure où on t'a dit que tu pourrais avoir affronté
une athlète en boxe qui est une athlète trans? Non, ça m'est jamais arrivé. Parce que ça existe en boxe, j'imagine. Ben, on en entend parler un petit peu. Je crois que ça commence. Mais moi, j'ai jamais eu d'expérience comme ça. Et tu refuserais un match si on disait ton adversaire est une femme trans? Oui, parce que je trouve il y a un garçon à mon gymnase qui boxe la même catégorie de poids que moi. Puis des fois, on met les gants ensemble, un mi-mouche. Puis il est définitivement beaucoup plus fort que moi physiquement. Là, j'ai beau être rapide, agile, ça reste que les coups de poing sont beaucoup plus durs. Puis si c'était une femme qui est le même poids que moi, mais qui a eu sa puberté en tant qu'homme, je pense que physiquement, cette femme-là serait plus forte physiquement que moi. Parce qu'il y a des dangers. Il y a des dangers, oui. Parce que dans le ring, il y a le respect des poids. Justement, on en parlait tout à l'heure, parce qu'on ne peut pas boxer contre quelqu'un qui serait plus grand et fort et lourd surtout. Exactement. T'es-tu déjà senti débordé par une adversaire? Pas débordé. Je me suis jamais sentie en danger, mais il m'est déjà arrivé de recevoir un coup de poing puis de me dire « OK, cette fille-là cogne dur, je pourrais perdre ce combat-là par knock-out. Je pourrais me faire passer le KO. Je dois être vigilante, je dois avoir une bonne défensive. » C'était mon combat contre Maria Vargas. C'est une fille que j'ai boxée l'été passé, l'été 2021 au Parc Jarry. Puis au deuxième round, j'ai regardé la vidéo, puis on voit vraiment, à un moment donné, elle me donne avec sa main droite directement sur le menton. Puis le coup était précis, était fort, puis on voit mes genoux qui fléchir. Puis dans ma tête, à ce moment-là, ça s'est passé en une fraction de seconde, mais on dirait que c'était comme 15 secondes. Je me suis dit, oh mon Dieu, ce combat-là, je peux définitivement le perdre par knock-out si je suis pas prudente. J'essaie d'entrer justement dans la tête, dans la tienne ou d'un boxeur au moment où on est dans le ring. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Il y a la vitesse des échanges et nécessairement, vous devez penser en même temps. Il y a les réflexes, il y a le conditionnement qui joue, j'imagine, un rôle important. Beaucoup. Mais est-ce que tu te vois boxer? Est-ce que tu te parles? Est-ce qu'il y a un dialogue intérieur ou il n'y a pas d'espace pour ça? Les moments où j'ai le mieux performé, c'est les moments où je me suis le moins parlé, que j'ai eu le moins besoin de me parler, tellement que tu vois tout ce qui se passe. Tu as tellement eu une bonne préparation que dans le ring, tout se fait tout seul. Est-ce que le temps se dilate à ce moment-là? Le temps, on dirait qu'en une seconde, tu vis plein de choses? Oui, ça fait un peu ça. Je sais pas si tu as déjà vu le film un peu La Matrice. Oui. Quand tu es vraiment au pic, excuse-moi pour l'anglicisme, au sommet de ton art, ça fait un peu cet effet-là. Tu as l'impression que c'est au ralenti, que tu vois tout ce qui se passe. Tu sais où tu es dans le ring. Tu sais pourquoi tu fais ça. Tu sais tes mains sont placées où. Tu sais ce que tu vas faire. Tout devient facile. Tout devient un réflexe. Puis c'est comme ça que j'ai gagné mon championnat du monde contre Gomez. C'est ce sentiment-là d'être en contrôle, d'être dans ta zone. Puis c'est ce sentiment-là que je suis toujours à la recherche. J'ai envie de ressentir ça encore. C'était comme dans une transe. Là. C'est vraiment... c'est étrange comme sentiment. Un état un peu altéré où justement le temps se dilate. Vraiment. Et à ce moment-là, est-ce que tu te vois boxer? Est-ce que tu te vois dans cette circonstance ou tu es juste dans le flow? Tu es juste dans le flow. Pour ma part, je suis juste dans le flow. J'ai du plaisir. Je fais ce que j'aime. Je suis prête. Je suis en pleine confiance. Puis c'est comme si ta concentration est tunnel. Tu vois juste ce qui se passe en avant de toi. Tu n'entends rien vraiment dans la salle. Tu vois, j'avais l'impression que dans ces moments de concentration, il est même possible aussi d'être sur le combat, complètement concentré sur ton adversaire, mais aussi consciente de plein de choses autour. Assez pour te rappeler, par exemple, après le combat, quelqu'un qui aurait hurlé quelque chose, tu te dis « Oh, je l'ai entendu, je m'en suis pas rendu. » Il y a certaines voix que tu es plus à l'écoute que d'autres. Comme mes entraîneurs dans le coin, je suis tellement habituée à l'entraînement, en sparring, au gymnase, d'entendre leur voix tout le temps, que même quand que je suis en combat, c'est comme si c'est connecté. C'est quasiment s'il y avait une manette de jeu vidéo, puis moi, je fais... Entre l'entraîneur et toi. Et moi, exactement. Est-ce que ton entraîneuse, parce que c'est une femme qui t'entraîne... Oui, Danielle et Stéphane. Est-ce qu'elle te parle? Est-ce qu'elle va crier pendant le combat? Oui, je vais l'entendre beaucoup. Puis j'ai toujours ma meilleure amie qui est là, Sarah Kali. Elle, c'est une fille qui est 9 fois championne canadienne en boxe amateur.
Puis elle vient dans mon coin depuis toujours. On a toujours partagé le vestiaire. Tu sais, on a été sur l'équipe nationale ensemble. Puis elle me dit toujours le temps. Ça, c'est son travail. Kim, il reste 30 secondes, il reste 15 secondes. Fait que je sais, je suis rendue où dans le combat. Elle, j'entends toujours sa voix. Daniel aussi, certainement. Puis Stéphane, qui est le conjoint de Daniel. Tu disais tout à l'heure, je cherche toujours à reproduire ce moment béni où j'étais dans la zone. Il y avait une vision tunnel, tu disais, c'est-à-dire que je vois mon adversaire, je suis concentré sur le combat. Ce que tu as vécu quand tu as été sacrée championne du monde. Ouais. On entraîne une tête comme on entraîne ses poings? Oui, c'est super important. Puis justement, récemment, j'ai engagé un préparateur mental. Puis je l'ai rencontré une fois jusqu'à maintenant. Puis là, je suis en train de lire son livre. J'ai tellement un apprentissage à faire. J'ai tellement appris. Tu faisais pas ça avant? Je faisais pas ça. Tu sais, j'ai déjà vu quelqu'un, mais je le faisais plus pour faire plaisir au coach. Tu sais, Kim, ça serait bon. Ah, OK, ouais, je vais le faire. Mais là, ça venait vraiment de moi cette fois-ci. Puis l'élément déclencheur, c'est sûr que c'est ma défaite. Puis, Je veux dire qu'avant ça, tu sentais pas le besoin d'avoir quelqu'un pour s'occuper de ta tête. Non. Puis je sais pas, c'est pas de l'orgueil. Je pense que chaque chose est en son temps. Puis il faut que ça vienne de toi. Tu sais, quand tu le fais pour les autres, ça n'a pas le même effet que quand tu le fais pour toi. Cette fois-ci, oui, c'est l'élément déclencheur. Il fallait perdre donc pour ouvrir cette porte-là, pour me poser les bonnes questions. Puis en ce moment, je vais bien. J'ai pas appelé ce préparateur-là parce que je vais pas bien. Mais comme il m'a expliqué, il me dit, Kim, moi, je suis pas un patcheux quand ça va pas bien. C'est un travail, préparation mentale. Constant. C'est constant. Tu sais, c'est comme ma préparation physique, c'est à l'année longue que je travaille mes muscles, l'agilité, la technique, la boxe, on fait ça à l'année longue. Mais mental, c'est la même chose aussi. Ça se travaille. Puis j'ai tellement eu un déclic dernièrement, depuis que j'ai lu son livre, que je l'ai rencontré, puis j'ai déjà hâte à ma prochaine rencontre. C'est exceptionnel. Parce que j'ai un souvenir, moi, d'une très longue conversation avec un des plus grands champions de l'histoire canadienne, tout sport confondu, Michael Kingsbury, qui, en ski, n'est-ce pas, est une légende et qui continue à performer. Et il me disait que là où ils sont, c'est plus le talent brut qui fait la différence. C'est-à-dire qu'ils sont tous très talentueux. Ouais. Ils ont tous cette capacité acrobatique. Ils sont tous super entraînés. La différence, ça se joue entre les deux oreilles tout le temps, Exactement. tout le temps. Tu sais, exemple, mon combat le 13 janvier, la fille était super bonne, puis je suis rendue là aussi. J'ai perdu ce combat-là entre mes deux oreilles, vraiment. Tu sais, j'ai pas eu la capacité de rester concentrée, de me concentrer sur les bonnes choses. J'ai laissé la vitesse de ce qui se passait à l'extérieur venir déranger mon intérieur. Tu sais, il y a tellement d'aspects psychologiques. Quand tu arrives près d'un combat, c'est pas ta forme physique, c'est pas ton cardio, c'est entre les deux oreilles quand tu arrives proche d'une grande performance. Puis, tu sais, comme je te parlais tantôt, la zone dans laquelle j'ai été quand j'ai gagné mon championnat du monde, j'ai pas été capable de le recréer. Tu cours après ça, là? Je courais après ça, puis quand tu es à la recherche de ça, puis que tu vois, voyons, je le ressens pas, je le retrouve pas, tu deviens insécure un peu. Puis t'as beau dire à tout le monde, à tous les médias, à quel point tu es confiant, tu peux mentir à tout le monde, mais tu peux pas te mentir à toi-même. Est-ce que tu te mentais quand tu disais que tu étais parfaitement confiante? Oui, je me mentais à ce moment-là parce que je le voyais à l'entraînement que j'avais pas la même concentration, j'avais pas la même créativité. Tu sais, la boxe, il faut que tu sois créatif. Explique-nous, parce qu'il y a bien des gens qui vont nous écouter puis vont se dire hey, c'est des brutes, les boxeurs. Or, je ne pense pas ça du tout. Pas plus que d'ailleurs, je le pense des gens qui sont dans l'octogone et qui font du combat ultime. C'est extraordinairement difficile et extraordinairement créatif comme sport parce qu'il faut savoir trouver les combinaisons, il faut savoir déchiffrer son adversaire, s'adapter à un plan de match qui n'est pas celui qu'on peut toujours imposer. Donc, pour toi, la créativité, c'est quoi? Ça peut être, tu sais, comme quand tu as ton adversaire en avant de toi, faut que tu apprennes à jouer avec les forces, les faiblesses de l'autre. C'est un jeu? C'est un jeu d'une certaine façon, un jeu dangereux auquel tu peux te piquer ou te faire piquer. Mais
Ça reste que tu dois créer des mouvements, feinter. Tu dois étudier ton adversaire. Tu dois savoir ses forces, ses faiblesses. Tu dois faire de ses forces des faiblesses. Tu dois gérer la distance. Tu dois travailler au corps, à la tête. Tu dois bouger. Tu dois faire semblant que tu es fatigué, mais finalement, tu ne l'es pas. Tu sais, tu dois Feinter, donc, littéralement. tendre des pièges. Puis ça se travaille au gymnase. Ça se travaille pas seulement la soirée du combat, tu sais. Fait que c'est un travail constant. Quand on est sur le sac, tu sais, autant qu'on va travailler des fois très physique, la même combinaison 100 fois, mais des fois, ça va être un round à ma guise, freestyle, on peut dire, ça va demander énormément de créativité. Et tu n'arriveras pas à passer la combinaison que tu voudrais passer. Exactement. Puis il n'y a pas de limite dans ce sport-là. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux inventer des mouvements. En respectant les règles. Mais la marge, tu as beaucoup de jeux, là, tu sais. Il ne faut surtout pas montrer à l'adversaire que tu peux avoir peur. Non. Est-ce qu'un boxeur contrôle son visage, ses émotions? Parce que des fois, la peur, on ne la contrôle pas. Hein? C'est l'œil qui, à un moment donné, quand les genoux fléchissent, tu parlais tout à l'heure d'un coup, si tu te rends compte que les genoux sont en train de fléchir, il se peut aussi que dans tes yeux, pendant une fraction de seconde, tu as l'air de quelqu'un qui a maintenant peur. C'est sûr que l'adversaire se le voit. Tu sais, quand on boxe, on est avec quelqu'un, puis tu vois que tu le fatigues, tu vois qu'il est fatigué, que tu lui as fait mal au corps. Nous, on le voit, puis on devient comme des prédateurs. Parce qu'on est des prédateurs. Puis c'est comme si le lion, il mord une patte à la gazelle, puis elle court moins vite. Tu peux me croire qu'il va être opportuniste, puis il va y aller. Tu sais, c'est la même chose un petit peu, là. Fait que quand tu arrives dans le ring, tu veux être tout sauf la proie. La gazelle. Ouais, tu veux pas être la gazelle. Si t'es une gazelle, t'es mieux de courir vite. En janvier dernier, soupçonnais-tu que tu allais être la gazelle? J'avais pas la confiance que j'aurais dû avoir, ni la concentration que j'aurais dû avoir. Dernièrement, quand j'ai rencontré mon préparateur, on m'a expliqué les types de concentration. Puis cette soirée-là, j'avais une concentration, on appelle ça interne, large. Explique, c'est quoi la distinction? Puis cette soirée-là, j'aurais dû avoir une concentration externe, étroite. Fait que moi, j'avais une concentration interne, large. Ça veut dire, quand j'étais dans le coin, au lieu de me concentrer que sur mon entraîneur, ce qu'elle était en train de me dire, moi, je me parlais de toutes sortes d'affaires à l'intérieur. Oh mon Dieu, le combat, il est plus dur que je pensais. Elle cogne assez dur, là, ça va pas bien, je suis pas sûre que j'ai gagné ce round-là. Oups, j'ai oublié de respirer, il faut que je respire. Puis t'as 1 minute. Pendant que tu dis tout ça, je me rappelais pas d'un conseil de ce que mon entraîneur me disait. Fait que c'est important, dans des moments comme ça, de choisir la bonne concentration. Il y en a plein qui existent. Mais c'est parce que il y a le risque, quand on pense perdre le contrôle, que l'orgueil prenne le dessus. Ouais. Et ça, quand l'orgueil rentre en ligne de compte, tu es plus concentré. Là. Tu t'écoutes toi et ton dialogue intérieur. Exactement. Puis ça peut te tendre des pièges, tu sais. Souvent... Es-tu un peu orgueilleuse? Je suis très orgueilleuse. C'est bon. Il en faut. Je suis dure avec moi. J'ai une facilité à me taper sur la tête aussi. Ce qui n'est pas toujours bon. Ce qui n'est pas toujours bon. Tu sais, après ma défaite, j'avais tellement honte. Honte est le mot? Humiliée. Je me sentais humiliée. Puis j'avais honte de moi d'avoir perdu, tu sais. Puis aujourd'hui, avec tout l'apprentissage que cette défaite-là m'a apprise, c'est pas que c'est malsain, mais j'avais pas de honte à avoir, j'avais pas à être humiliée, mais c'est un sentiment que tu ressens quand que tu travailles tellement toute ta vie pour ce moment-là. Les gens achètent des billets pour venir te voir. Les médias, il y avait un engouement autour de... Puis tu sais, tu as l'impression de tout d'avoir laissé tomber les gens. Que c'est ton moment et que tu n'es pas à la hauteur. Oui, d'avoir déçu mes parents, d'avoir déçu les médias, d'avoir déçu les fans, d'avoir déçu les jeunes filles qui me regardent, d'avoir... Tu sais, tu as l'impression de tout ça. Puis au final, quand tu parles avec les gens, tu réalises que personne te dit hey, « tu me fais honte, en tout cas, à soir, c'est incroyable. » Tu sais, personne me dit ça. Fait que c'est
comment qu'on devient irrationnel des fois quand on vit. Il y a un seul juge dans les circonstances qui compte, puis je le sais, parce que quand je me pète la gueule, que je réussis pas ce que je veux ou que j'ai une entrevue qui m'échappe, on peut même dire rien n'a paru ou c'est pas si Ouais. grave que ça. Ben nous, on est sévère envers nous, là, Je tu veux sais. juste m'arracher la tête. Ouais, exactement. Puis je pense que c'est correct, parce que c'est ça qui fait on s'améliore, mais il faut pas se l'arracher trop longtemps, là, tu sais. Fait qu'on a le droit de se taper sur la tête un petit peu, mais après ça, faut pas que ça dure trop longtemps, là. Tu soulignais le regard extérieur. Tes parents, Ouais. les jeunes filles, Mhm. parce que tu es devenu un modèle pour plusieurs jeunes filles. Le magazine Time, il y a quelques années, a dit que tu étais au nombre des jeunes leaders les plus influents. C'était en 2019-2020. Oui, durant le début de la pandémie. Donc 2020. C'est un cadeau ou une malédiction quand on se fait reconnaître comme ça? Aujourd'hui, je le vois comme un cadeau. Au début, je me sentais un peu, tu sais, le syndrome de l'imposteur. Mhm. Voyons donc. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Un leader, je trouvais ça gros comme mot pour où ce que j'étais dans ma tête. Je me voyais pas, moi, de cette manière-là. Puis avec le temps, tu réalises que c'est vrai que tu as accompli des grandes choses, puis on a le droit d'être fiers de nous. Tu sais, aujourd'hui, je suis fière de mon parcours, puis j'ai eu des personnes, des adultes, des parents qui m'envoyaient des photos de leur jeune fille. Une jeune fille, je me rappelle, elle dormait, puis la photo à côté de son lit, c'est moi. Puis j'avais les larmes aux yeux. Puis il y a eu plusieurs histoires comme ça. Une femme qu'elle a accouché de sa petite fille. Puis c'était après mon combat de championnat du monde. Puis elle a appelé sa petite fille Kim en espérant que sa fille soit aussi persévérante. Plein de messages comme ça. Puis ça me touchait énormément. Puis ça me fait réaliser qu'il y a beaucoup de jeunes yeux qui me regardent. Fait que maintenant, ce rôle-là, je me sens plus une imposteur. Je le prends au sérieux. C'est important pour moi. J'ai cru entre les lignes, en remontant un peu le fil de ta vie, comprendre ou lire, entre les lignes toujours, qu'à l'école, peut-être à cause des moyens peu grands que vous aviez, Mhm. que ça a été difficile, que tu as eu vraiment une période où tu étais, je ne sais pas si c'est mise à l'écart ou tu t'es mise à l'écart toi-même, mais en tout cas, ça n'a pas été une période heureuse de ta vie. Ouais. Au primaire, ça s'est bien passé parce que je courais vite. Parce que, Explique-moi. tu sais, quand on joue à la récréation dehors, j'étais souvent la première choisie parce que je courais vite. De plus de facilité à te faire des amis, tout ça. Mais quand tu arrives au secondaire, courir vite, ça fonctionne plus. J'étais plus au goût du jour, tu sais. Moi, j'étais une petite fille, les cheveux un peu courts. Je mets Un tomboy? un petit peu tomboy parce qu'on n'avait pas les moyens. Je connaissais pas ça, les marques. Je voyais les petites filles qui allaient s'habiller au garage dans le temps. Nous, on n'avait pas ça. C'était les chevaux, la campagne. On n'avait pas de sous, on n'avait pas de moyens. Ma mère venait nous porter à l'école. On avait une vieille vanne qui faisait tellement de bruit quand ma mère freinait. Fait que des fois, je disais, maman, qu'est-ce que tu vas me porter? Arrête au stop avant. Laisse-moi avant l'école. Ouais, laisse-moi avant l'école parce que j'étais gênée de la vanne qu'on avait. Honteuse? Non. Pas honte, mais gênée un petit peu parce que quand tu vieillis, tu sais que tu as 12, 13 ans, 14 ans, tu te compares aux autres. Le regard des autres aussi. Oui, c'est important. Mais quand tu es au primaire, tu réalises même pas. Ma mère venait nous chercher à cheval à l'école. Elle vient vous chercher à cheval? Oui, ma mère, c'était comme... Tu dit à cheval? Oui, on habitait à Saint-Calix. Puis des fois, elle arrivait à cheval nous chercher à l'école. On embarquait sur le cheval, on retournait à la maison. Ma mère jouait au baseball, on allait à cheval. On avait une mascotte, c'était notre chèvre. Tu sais, on avait vraiment une vie... Pour moi, Rurale. j'étais fière de Mhm. ça. Je trouvais qu'on était unique, qu'on était cool, que ma mère était pas comme les autres. Mais quand tu arrives au secondaire, tu sais, tu réalises que, oups, là, on arrivait à Joliette. Mhm. C'était la ville, c'était pas la grosse ville, là. Moi, j'avais jamais été à Montréal, tout ça. Les filles, ils s'aplatissaient les cheveux. Il y avait du maquillage. J'avais jamais vécu ça. Fait que j'étais vraiment plus au goût du jour. Fait que ça a été un petit peu difficile les premières années.
j'essayais encore d'être dans le sport. Je performais dans le sport. J'étais en concentration au basketball, mais j'avais pas C'est de... vrai que grande comme t'es, 5 et 1, c'est ça? 5 pieds 1. J'avais pas des shorts de basketball. J'avais pas des souliers de basketball. Qu'on riait de moi. Parce que tu n'avais pas le bon équipement. J'avais pas le bon équipement. Les garçons riaient de moi parce qu'ils me disaient que j'étais pas jolie. Des fois, je me rappelle, on courait beaucoup au basketball, puis j'étais toujours en avant. J'avais le meilleur cardio. Puis les gars, ils me disaient que j'étais pas belle, tu sais, parce que j'avais les cheveux courts, puis je ressemblais plus à un petit garçon. Tu sais, ça t'affecte quand t'es jeune, là. Mais en vieillissant, à un moment donné, j'ai changé. J'ai eu des amis qui m'ont appris comment me peigner, comment me maquiller un petit peu, puis ça s'est passé. Mais les premières années, puis j'étais minuscule. Tu sais, à 12 ans, quand je suis rentrée au secondaire, les gens... Coudon, t'es au secondaire, toi? Je pensais que t'étais en 4e année. Tu fais qu'on riait de moi parce que j'étais minuscule, toute petite, toute Mi-mouche. menue, mi-mouche. Puis ensuite de ça... vers la fin du secondaire, j'ai commencé à boxer, à rentrer au gymnase de 15 boxe. ans. J'avais 15 ans, j'étais en secondaire 4. Puis ça m'a donné beaucoup de confiance, la boxe. Ça m'a donné confiance en moi. Ça m'a fait rencontrer des gens extraordinaires. Ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Ça m'a donné une belle discipline. Puis dans le ring, plus que je prenais confiance dans le ring, plus que je prenais confiance dans ma vie aussi. Mais dirais-tu que la femme que tu es, je dis bien la femme que tu es, donc qui avait des doutes, peut-être des complexes quand elle était jeune, c'est d'une certaine manière faite dans le ring. Ce qui serait paradoxal, parce que c'est pas là où on est, j'aime pas le mot, mais le plus féminin, mais que tu as pris la pleine mesure de ce que c'était en allant dans le ring chercher la confiance dont tu n'avais pas. C'est sûr que ça a changé ma vie. La boxe, complètement. Quand j'ai commencé à boxer, c'est devenu une obsession. La boxe est devenue une obsession. Je me suis attachée à ça énormément. Tu n'as même pas idée à quel point. Je t'écoute, puis je commence à avoir une idée. Tu sais, à 16 ans, j'habitais seule avec ma sœur. Ma mère, elle a fait une grosse dépression quand j'avais 15 ans, 16 ans. Puis elle a pris des mauvaises décisions, puis... Vous en rendiez compte, évidemment, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Puis à ce moment-là, ma mère a dû quitter pour aller prendre soin d'elle. Puis ma sœur et moi, on a habité ensemble. Puis on a déménagé, on travaillait dans les chevaux de course. On n'avait pas d'auto. En tout cas, il y avait toutes sortes d'affaires. On a travaillé dans les vidanges. J'ai fait des clôtures, je faisais les foins. Ensuite de ça, j'ai été travailler à Saint-Lin. J'ai habité dans un sous-sol. Je louais une petite chambre avec ma sœur. Il faisait tellement froid. Le poisson de ma sœur est mort parce qu'il était gelé. La douche, il n'y avait presque pas de courant. T'sais, on avait un petit peu de douche. On prenait notre douche ensemble parce qu'on voulait être sûr d'avoir un peu d'eau chaude. C'était quand même assez difficile. Ça a un petit côté Rocky, je trouve. Oui, beaucoup. Tu te rappelles du premier à Philadelphie? Ça ressemblait à ça. Mais sa misère, elle va être payante pour lui. Oui. Puis aujourd'hui, je me rappelle de tout ça. Puis c'est sûr que ça a forgé mon caractère, mais pendant toutes ces années-là, j'ai vécu des relations toxiques. En tout cas, il m'est arrivé toutes sortes d'affaires. Je ne vais pas passer par dire tout, là, mais la seule chose qui était stable, c'était la boxe dans ma vie. La seule et unique chose, c'était la boxe. Tout ce que je faisais, c'était pour la boxe. Mes décisions, c'était pour la boxe. Travailler, c'était pour mettre de l'essence dans ma voiture pour aller à la boxe. Je me rappelle, je courais dans les rangs de campagne à Saint-Calix, à Saint-Lin. J'allais m'entraîner. C'était que la boxe. Puis des fois, j'avais pas 20 $ pour mettre dans ma voiture pour pouvoir aller au gymnase. Je devais mentir à mon entraîneur, qui est Daniel aujourd'hui. Genre, Daniel, je travaille et ce soir, je peux pas aller au gymnase, mais c'était pas vrai. Je pouvais pas mettre 5 $ dans ma voiture. D'essence. Fait que je m'étais patenté des pneus que j'avais attachés autour d'un arbre puis que je boxais sur mon arbre. Je m'entraînais parce que je me disais, c'est pas vrai que parce que j'ai pas de sous pour aller m'entraîner que je vais négliger. C'était la boxe. Tu suspendais pas l'entraînement même si tu ne pouvais pas aller au gymnase? Non. Wow! C'était une obsession. Mais c'est une vie aussi, ça. C'est une vie, puis ça m'a toujours gardé droit, dans le droit chemin, vraiment, vraiment, vraiment. Je ne veux pas rentrer dans les détails,
puis on ne le fera pas. Mais quand tu dis j'ai eu à naviguer des relations toxiques, j'ai eu à naviguer toutes sortes d'étapes, tu penses que c'est la boxe qui a fait la différence pour toi à ce moment-là? Je pense que ça a été aussi Parce qu'on est vulnérable un- à 15, 16 ou 17 ans. On n'a pas encore le bagage de la jeune femme que tu es devenue aujourd'hui à 30 quelques années. Là. Non, non, non. Puis aujourd'hui, je changerais rien. Tout ce que j'ai vécu dans le passé, j'ai eu besoin de vivre ça pour comprendre des choses aujourd'hui. Tu sais, j'avais un certain pattern, on peut dire, avec les chums que je fréquentais. Puis il a fallu que je vive ça pour comprendre des choses, pour sortir de certains patterns. Puis la boxe a été un certain défoulement des gens de qualité autour de moi. Je me rappelle, j'avais des amis qui allaient au cégep, qui allaient à l'université, qui faisaient des bacs. Daniel, Stéphane, qui sont des gens super éduqués. Moi, j'étais une décrocheuse scolaire à ce moment-là. Tu sais, j'ai pas fini mon secondaire 5 à ce moment-là. Puis quand j'ai déménagé à Montréal chez Ariane Fortin, c'est une fille qui est allée aux Jeux olympiques dans la boxe, elle était plus vieille que moi. C'était un peu un modèle Ton mentor? un peu un mentor à ce moment-là. Puis elle m'a tellement motivée à retourner à l'école. Elle m'aidait, elle me louait une chambre que je payais pas trop cher. Fait que ça m'a permis de retomber sur mes pattes, de pouvoir aller finir des choses que j'avais mis sur pause parce que j'avais plus le temps. Je devais travailler pour payer mon loyer vu que ma mère était pas là. Et finir tes études. Finir mes études. Parce que tu es infirmière auxiliaire. Oui, aussi. Donc, quand j'ai recommencé, j'ai fini mon secondaire 5, j'allais le matin, tous les matins, à l'école des adultes pour faire mon secondaire 5. Puis ensuite de ça, les après-midi, j'étais un peu à la boxe. Puis de 2h à 10h30, je faisais mon cours d'infirmière auxiliaire. Fait qu'aujourd'hui, je regarde ça, je me dis, mon Dieu, comment que j'ai fait pour tout faire ça? Puis performer, puis je ne sais pas comment que j'ai fait. Tu as toujours eu une vision de ton destin, c'est-à-dire qu'un jour, tu allais décrocher un titre ou une Oui. médaille olympique. Oui, je voulais toujours, j'ai dit un jour, je vais être championne du monde. Ça a toujours été ça. Tu te rappelles du jour où tu t'es dit c'est possible? Dès que je suis rentrée dans un gymnase de boxe, je me rappellerai Pas de doute. toujours, Pas de doute. je voulais faire ça. Je savais pas si ça existait. Parce qu'à ce moment-là, je voyais pas de femmes boxer. Il y en avait. Et Daniel Bouchard boxait. Il y avait Christy Martin. Tu sais, dans le temps, il y avait des femmes qui boxaient, mais on les voyait pas. C'était pas médiatisé comme aujourd'hui. J'allais voir Luciane Boutet boxer au Centre Bell. Je voyais pas beaucoup, vraiment de femmes boxer. Je voyais plus ça en boxe amateur, mais professionnel, moi, c'est ça qui m'a toujours attirée, qui m'a toujours intéressée, encore plus qu'une médaille olympique. Moi, c'était la boxe professionnelle. Il y avait quelque chose qui venait me chercher. Il reste que c'est encore deux univers très distincts que la boxe professionnelle chez les gars et la boxe professionnelle chez les femmes, même s'il y a des pas de géants qui s'accomplissent. Oui. Les bourses, c'est pas comparable. C'est pas comparable, mais ça commence quand même. Il y a eu des filles qui ont touché leur premier million aux États-Unis, qui ont rempli le Madison Square Garden à New York, qui font des grosses finales. Aujourd'hui, les promoteurs signent les femmes. Avant, les promoteurs signaient pas les femmes. C'était un combat de femmes, c'était comme une attraction spéciale durant la soirée. Maintenant, on va voir des galas de boxe, il y a 2, 3, 4 combats de femmes. Les gens s'intéressent. Puis je pense qu'il faut être patient. Chaque chose en son temps. Ça prend des pionnières. Tu fais partie de celle-là. Oui, il y en a eu avant moi. Marie-Ève Dicker Marie-Ève Dicker, il y en a eu avant notre génération qui ont fait en sorte que nous, on a la place qu'on a aujourd'hui. Nous, on est en train d'ouvrir des portes. J'ai l'impression que la prochaine génération de jeunes filles qui s'en viennent vont avoir vraiment des belles possibilités. Est-ce que c'est trop indiscret de demander c'est quoi une bourse pour une championne du monde? Le jour où tu es devenue championne du monde, évidemment, il n'y a pas de prix pour être champion, mais ça rapporte combien? C'est sûr que c'est pas... Tu vas pas vivre que de ta bourse durant une année. Tu sais, un camp d'entraînement pour une préparation pour un championnat du monde, ça va coûter entre 8 et 10 000 $, tu sais. Fait que comparativement à un homme qui va boxer pour un premier championnat du monde, probablement pour 5, 600, 700 000. Minimum, hein? 10 000 sur 600 000, c'est rien.
Mais quand c'est le 1/3 de ta bourse, mais c'est là que tu réalises que les femmes, les hommes aussi, ils font ça par passion. Mais nous, notre première motivation, c'est pas le chèque. C'est l'amour du sport. C'est ouvrir des portes pour la prochaine génération. Mais aujourd'hui, je peux fièrement dire que je suis capable de vivre de mon sport. Avec les commandites. Avec les commandites, même les bourses ont augmenté, même depuis mon championnat du monde, ça a augmenté. On boxait au casino, là, on est à la Place Belle. Ça paraît, c'est l'offre et la demande aussi. C'est les gens, la télévision américaine qui vont acheter le combat, tout ça va avoir un jeu sur notre paye. Évidemment. Puis, ça débloque, ça s'en vient. Tu as dit que ce n'est pas le chèque qui fait la différence. Sans jeu de mots trop facile, l'échec peut faire la différence. Je ne veux pas qu'on s'attarde longtemps là-dessus, mais au moment où on s'est vu, quand tu es venu au Monde à l'envers, tu n'avais pas encore visionné le combat où tu as perdu. Mm-hmm. L'as-tu fait depuis? Je n'ai pas fait encore. Tu as peur? Non, là, je suis tellement bien. Donc, tu ne veux pas t'exposer à ça? Non, je suis bien dans ma tête, je suis motivée. Daniel et moi, on s'est dit, on voulait l'écouter après mon combat, là. Après ce combat-là, là, ça me sert à rien. Je veux pas me remettre... Après celui du 28 avril. Là, j'ai pas envie de me remettre dans des émotions tout de suite. Analyser, c'est pas la même adversaire qu'on a. Si c'est elle qu'on affrontait le 28, c'est sûr qu'on le regardait pour pouvoir analyser. Mais là, on est ailleurs. Mais c'est sûr que je vais l'écouter parce que probablement que je vais réaffronter cette fille-là éventuellement. Je veux un rematch. Je veux régler ça. J'ai pas une douleur, mais un écharde, puis j'ai envie de l'enlever. Tu sais, c'est quand comme tu ça. Marches, tu sens ça dans ton pied. Oui, je le sens. Mais pour l'instant, je veux tellement être focus sur le 28 que je veux pas de distraction inutile. Ça va être important de le regarder, mais je sens pas l'urgence de le faire maintenant. On a tout à l'heure parlé de préparation mentale. Oui. C'est important parce qu'il y a des fois dans nos vies où on n'a rien changé à notre diète, rien changé à nos habitudes, puis on se réveille un matin, on ne sait pas pourquoi on n'est pas dans notre assiette. Mm-hmm. L'avantage, quand c'est une vie normale, ben, tu peux dire « je vais me coucher, puis demain, ça sera mieux ». Ouais. Si c'est le jour de ton combat, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. Moi, ça m'arrive des fois avant une émission, je ne sais pas pourquoi, il ne s'est rien passé. Puis je sens que je ne suis pas autant dans mon assiette. Dans et cette je me zone-là. dis, Là, il faut que je la crée. Mm-hmm. Il faut que je la crée. Il faut que je réussisse à me mettre dedans. As-tu appris à faire ça? Là, je suis vraiment en apprentissage de le faire. Je croyais que j'étais capable de le faire avant. Pourquoi que j'ai jamais contacté un préparateur mental? Je pense pas que j'étais au-dessus de mes affaires. Mais un peu. Mais peut-être un peu. Tu sais, des fois, on pense qu'on a les outils qu'il faut, mais on les connaît pas tous, les outils. Tu sais, j'avais les outils que je connaissais. Mais des fois, ça en prend d'autres. Puis, je te dis, j'ai tellement hâte de mettre en travail ce que je vais apprendre dans les prochaines semaines, prochains mois. Ça va être grandiose. La préparation physique. Mm-hmm. La discipline, de façon générale. Moi, je dis toujours, je me répète, que la discipline, c'est pas une contrainte, c'est une liberté. C'est-à-dire, quand on est très discipliné, on a plein d'espace pour être détendu, pour s'ouvrir à des opportunités, parce que justement, on s'acquitte de tout ce qu'on doit faire. Quand on repousse, quand on n'a pas de discipline, on est toujours dans la mauvaise conscience. Mm-hmm. Est-ce que tu vois ça comme un fardeau, l'entraînement et la discipline qui vient avec ça, non. ou une espèce de cadeau? La discipline, c'est la seule chose que je connais. Et ça fait 17 ans que je boxe maintenant, puis j'ai la motivation et la discipline, c'est deux choses différentes. La discipline, ça se peut qu'une journée, tu te lèves le matin, ça me tente pas à matin. Mais quand tu te rappelles pourquoi que tu le fais, pourquoi que tu as besoin d'y aller à cet entraînement-là, tu te rappelles que tu as besoin de chaque entraînement pour devenir meilleur, pour accomplir tes objectifs. C'est jamais gagné, alors? C'est jamais gagné d'avance. Tu sais, tu peux pas toujours dire « Ah, aujourd'hui, ça me tente pas. Ah, ça, je le ferai pas, c'est pas grave. » Tu sais, une fois, c'est pas grave dans un camp d'entraînement, c'est pas si grave. Mais s'il y en a 6, 7,
tu as peut-être perdu 4-5 heures d'entraînement, puis une tactique là, puis une technique là, puis au bout du compte, au bout de 2-3 mois d'entraînement, ça paraît. Fait que tu peux pas te mentir à toi-même, là, tu sais. Puis plus que tu es discipliné, plus que tu as confiance en toi parce que tu sais que tu as fait tout ce que tu devais faire. C'est le secret de la réussite pour toi, cette discipline? Je pense qu'il n'y a pas de secret, il y a juste le travail. Une pratique. Juste la pratique, juste le travail. Parce que souvent, tu vas voir des gens qui sont hyper talentueux, qui sont pas habitués de travailler parce qu'ils ont toujours eu tout facile. Mais la journée où ça va être difficile, ils seront pas capables d'aller se battre, de travailler, d'en faire plus. D'avoir assez faim pour faire l'effort. Ouais. Si tu avais des enfants, parce que je pense que tu en veux, Moi, j'aimerais ça avoir des enfants. leur compliquerais-tu un peu la vie pour faire en sorte justement qu'ils se battent puis qu'ils apprennent à se battre plutôt que tout leur donner? Je les ferais réfléchir, ça, c'est certain. Je pense que c'est important de pas tout avoir cru dans le bec, comme on dit. Cuit dans le bec. Cuit, Parce que cuit dans le bec, il faut mâcher et mastiquer plus fort. Cuit dans le bec. D'apprendre jeune la valeur des choses. C'est que en travaillant, on s'améliore. En persévérant, on a des réussites. On a peut-être des échecs aussi, puis il faut en avoir. Tu sais, je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un enfant qui apprend à perdre, qui sait comment perdre. Est-ce que ça t'a beaucoup aidé, le 13 janvier dernier, quand tu as perdu, d'avoir appris à perdre plus tôt dans ta vie? Sur le coup, c'était le pire sentiment du monde. Pire sentiment du monde. Mais aujourd'hui, wow, ça m'a... on dirait que ça m'a ouvert une petite porte dans ma tête qui n'avait jamais été ouverte. Puis j'ai hâte de voir ce qui se cache derrière cette porte-là. Je t'ai posé la question, puis c'est terriblement personnel, puis probablement d'aucun intérêt dans le cours de notre entretien, mais bon, je vais te la poser. Penses-tu que tu fais peur aux gars? Je pense pas que je leur fais peur, mais je laisse pas rentrer dans ma vie privée beaucoup. Fait que je pense qu'ils abandonnent à un moment donné parce que c'est trop difficile à atteindre cette vie privée-là. Qu'est-ce qui fait que tu es si difficile à atteindre? J'ai pas envie d'avoir de distraction en ce moment. On dirait que j'ai... C'est comme je te dis, je suis tellement... C'est une obsession là, de revenir championne du monde. Tu sais, cette obsession-là est depuis que je suis tout petite. Puis là, j'ai perdu mon titre mondial. Tu ne te laisseras pas distraire. Puis là, j'ai une obsession d'aller le rechercher. Fait que je peux rien laisser au hasard. Puis imagine que je rencontre quelqu'un, c'est l'amour, ça va bien. Puis là, il arrive quelque chose, puis là, j'ai de la peine. Je sais pas, j'ai pas envie d'être distraite. Puis, tu sais, quand tu commences... Si j'étais avec un homme depuis 5-10 ans qui est habitué, qui est dans mon mode de vie, c'est une chose. Mais une nouveauté d'avoir à m'adapter, de rencontrer sa famille, d'apprendre à se connaître. Puis là, c'est passionnel au début, puis ça va trop me prendre d'énergie. Ça va jouer dans ma tête, peut-être. Je prends pas le risque en ce moment. C'est une bonne réponse. Si on avait à décrire en 30 secondes, 1 minute, c'est quoi la discipline? Parce qu'on a parlé du principe, mais ça s'incarne comment? La discipline, pour moi, c'est ma façon de gagner ma vie. C'est la manière d'atteindre mes objectifs, de combler mon obsession. C'est un peu toc, alors. C'est un peu toc. Quand je suis en congé, j'ai de la misère à passer mes journées. Voyons, j'ai pas mon horaire. Qu'est-ce que je fais habituellement quand je m'entraîne pas? Je le sais plus. Ça fait tellement partie de ma vie. Il y a des journées que ça me tente pas, que je suis un peu plus fatiguée, mais... On parle de plusieurs heures d'entraînement physique par jour? Plusieurs heures d'entraînement, c'est environ 4 heures par jour, 6 jours par semaine. Les matins, ça va être très musculation, sprint, préparation physique. C'est vraiment le cardio, le jogging et tout. Puis le soir, après-midi, ça va être la boxe, la tactique, la technique, les sparring d'entraînement, les pads avec les entraîneurs, vraiment tout le côté boxe. Puis il va y avoir là, la préparation mentale maintenant qui va faire partie du processus. Pas juste boxeuse au bout des poings, mais dans la tête aussi. Dans la tête aussi. Puis j'ai l'impression aussi qu'en vieillissant, tu sais, là, j'ai 32 ans,
physiquement... Est-ce que c'est vieux ou jeune? Enfin, c'est plus jeune, ça, c'est clair. C'est plus jeune. Tu sais, je pense que je suis dans au sommet de mon art en ce moment. Mais Et de la forme physique aussi. la forme physique aussi, mais ça va pas aller en s'améliorant vraiment. Là. Tu sais, je pense qu'on peut aller chercher des mini-aspects qui vont compenser, mais je vais pas prendre de la vitesse. Tu sais, ça va aller en diminuant. Puis je crois que de compenser par une bonne préparation mentale, ça va aider énormément. Donc, la fenêtre pour revenir au sommet, c'est pas des années, c'est des mois, puis c'est la prochaine année, les prochains 18 mois. Ouais, tu sais, jusqu'à 35 ans, je pense que je vais être dans mon prime, vraiment. Là. 3 ans, donc. Ouais, un bon 3 ans, mais c'est court dans une vie, 3 ans. Après avoir entendu ton histoire de vie, je me demande qu'est-ce qui te pèse plus lourd dans la balance de ta satisfaction d'être ce que tu es, c'est-à-dire d'avoir traversé tout ça dignement, en étant autonome, en étant l'adulte que tu es devenu, ou d'avoir été championne du monde? Un va pas sans l'autre. J'ai l'impression que sans la boxe, je serais pas la femme que je suis devenue aujourd'hui. Puis sans tout mon vécu, je serais pas la femme que je suis devenue. Fait que les deux, c'est juste un tout, j'ai l'impression. Fait qu'il y en a pas un qui a pesé plus dans la balance que l'autre, mais mon obsession, ma discipline, ma persévérance, au travers de tout ça, fait en sorte que je peux avoir du succès et aller rechercher mon titre mondial. C'était un plaisir. J'ai vraiment eu un bonheur total. Ça a été 15 rounds, parce qu'on a fait ça comme chez les poids lourds. Oui. 15 rounds extraordinaires. Merci mille fois. Merci, ça me fait vraiment plaisir de parler avec toi. C'était Contact avec la boxeuse Kim Clavel. La recherche était préparée par Marianne Grenon. C'est Lola Mal qui est notre réalisateur. Jean-Olivier Bégin est responsable de la musique que vous entendez. Et Jeanne Croteau s'occupe, elle, de nos super réseaux sociaux. On pèse très, très lourd dans le monde des réseaux sociaux. Je vous invite à nous écouter sur YouTube ou sur toutes les autres plateformes où on se trouve, parce qu'il y a évidemment une quantité de choix. Apple, Spotify, cherchez-nous, vous nous trouverez. Merci. Yes. C'est super bon. C'était le fun. C'était Vraiment très, très fun. bon.